naturel, condamnation du beau naturel. Depuis Schelling, dont l'esthétique porte le nom de philosophie de l'art, l'intérêt esthétique s'est centré sur les œuvres d'art. Le beau naturel, auquel se rattachaient encore les définitions les plus pénétrantes de la critique du jugement, n'est plus guère l'objet de la théorie. Il est toutefois un peu, car selon la doctrine hegelienne, il est en fait dépassé dans quelque chose de supérieur. Il est refoulé. L'idée de beau naturel touche un point sensible, et il s'en faut de peu qu'on ne la confonde avec la violence que l'œuvre d'art, pur artefact, exerce à l'égard de la nature. Totalement réalisée par les hommes, l'œuvre d'art s'oppose par son apparence au non fabriqué, c'est-à-dire à la nature. Mais comme pure antithèse, tous deux sont renvoyés l'un à l'autre. La nature a l'expérience d'un monde objectivé, médiatisé, l'œuvre d'art à la nature représentant médiatisé de l'immédiateté. C'est pourquoi la réflexion sur le beau naturel est indispensable à la théorie de l'art, tandis que, assez paradoxalement, les considérations sur le beau naturel, qui constituent presque la thématique en soi, font l'effet d'être surannés, démodés, archaïques. Le grand art et son interprétation consistant à s'annexer ce que l'esthétique ancienne attribuait à la nature, ferme la réflexion sur ce qui se situe au-delà de l'immanence esthétique et retombe cependant dans celle-ci comme étant sa condition. Le passage à la religion idéologique de l'art au XIXe siècle, expression inventée par Hegel, la satisfaction de la réconciliation acquise symboliquement dans l'œuvre d'art, ont la conséquence de cette élimination du beau naturel. Celui-ci, disparu de l'esthétique par la domination croissante du concept de liberté et de dignité humaine inauguré par Kant, est logiquement seulement transplanté dans l'esthétique par Schiller et Hegel, concept en vertu duquel on doit respecter dans le monde uniquement ce que le sujet autonome se doit à lui-même. Mais la vérité de cette liberté pour soi est simultanément mensonge, servitude pour l'autre. C'est pourquoi, tout comme au concept de dignité envers la nature, le moment destructeur fait aussi peu défaut au penchant pour le beau naturel, en dépit même du progrès immense dans la conception de l'art comme activité de l'esprit, progrès permis par ce penchant. La thèse également très importante de Schiller sur la grâce et la dignité de la nature introduit ici la césure. Les ravages esthétiques provoqués par l'idéalisme apparaissent crûment dans ses victimes qui, tels Johann Peter Hebel, tombent sous le coup de la condamnation de la dignité esthétique et y survivent cependant en la transférant par une existence qui semblait par trop définie, par trop finie aux idéalistes, à leur propre finitude bornée. C'est peut-être avant tout en esthétique qu'apparaît d'une manière frappante le dessèchement de tout ce que le sujet ne domine pas totalement, les ténèbres obscures de l'idéalisme. Si l'on révisait le procès de beau naturel, on arguerait de la dignité en tant qu'auto-dépassement de l'animal humain au-dessus de l'animalité. Elle se dévoile en face de l'expérience de la nature en tant qu'usurpation du sujet qui dégrade en purs matériaux ce qui ne lui est pas soumis, les qualités et les expulse de l'art en tant que potentiel totalement indéterminé dont l'art aurait besoin selon son concept propre. Les hommes ne sont pas positivement affublés de dignité, mais elles seraient seulement ce qui ne sont pas encore. C'est pourquoi Kant l'a reléguée dans le caractère intelligible et ne l'a pas attribuée au caractère empirique. Sous le signe de la dignité accolée aux hommes tels qu'ils sont et qui se transforment rapidement en cette dignité officielle dont Schiller se méfiait par ailleurs dans l'esprit du XVIIIe siècle, l'art devint l'arène du vrai, du beau et du bien, qui, dans la réflexion esthétique, rejeta ce qui était valable à la lisière de ce que le flot bourbeux et imposant de l'esprit drainait avec lui. Le beau naturel comme émergence. L'œuvre d'art, de part à part, de part en part, faiseille, produit humain, représente ce que serait la faiseille qui ne serait pas simplement pour le suer, ce qui, dans le langage kantien, serait chose en soi. C'est ainsi que l'œuvre d'art se confond dans le sujet et s'identifie à lui, tout comme jadis la nature devait être elle-même et rien d'autre. La libération de l'hétéronomie des matériaux, surtout des objets naturels, le droit pour tout objet à devenir objet d'art, ont enfin rendu l'art maître de lui-même et ont fait disparaître la grossièreté de ce que l'esprit reçoit sans médiation. Mais le chemin de ce progrès, qui enterrait tout ce qui ne se pliait pas à une telle identité, fut aussi une voie dévastatrice.
Au XXe siècle, le souvenir des œuvres d'art authentiques qui tombèrent dans le mépris sous la terreur de l'idéalisme a pu s'en rendre compte. Sur le plan linguistique, Karl Kraus avait envisagé le salut de telles œuvres en concordance avec son apologie de tout ce qui se trouve sous l'oppression du capitalisme. L'animal, le paysage, la femme, c'est à cela que correspondrait l'orientation de la théorie esthétique vers le beau naturel. Hegel n'a visiblement pas été en mesure de rendre compte du fait que l'expérience naïve de l'art n'est pas possible sans celle de cette dimension si difficile qu'elle soit à saisir, dont le nom, le beau naturel, pâlissait. Mais la substantialité de cette expérience s'imprime profondément dans l'art moderne. Chez Proust, dont la recherche et l'œuvre d'art est métaphysique de l'art, l'expérience d'une haie d'aubépine entre dans la catégorie des phénomènes originels du comportement esthétique. Les œuvres d'art authentiques, qui, en se faisant parfaitement seconde nature, caressent l'idée de réconciliation de la nature, ont toujours, comme pour reprendre haleine, ressenti la nécessité de sortir d'elles-mêmes. C'est parce que l'identité n'est pas leur dernier mot qu'elles ont cherché l'assistance de leur première nature. Le dernier acte de Figaro, qui se joue en plein air, est le Freischutz, au moment où Agathe, sur la terrasse, prend conscience de la nuit étoilée. Il est évident que ce second souffle du médiatisé appartient au monde des conventions. Durant de longues périodes, le sentiment du beau naturel s'intensifia avec la souffrance du sujet, replié sur soi, devant un monde organisé et apprêté. Ce sentiment porte les stigmates du Weltschmerz. Même Kant nourrissait quelque mépris à l'égard de l'art fabriqué par les hommes qui s'opposent conventionnellement à la nature. Cette supériorité de la beauté de la nature sur la beauté de l'art, même si celle-ci est dépassée par celle-là, par la forme, et est seule susceptible d'éveiller un intérêt immédiat, concorde avec les conceptions les plus évidentes et les plus profondes de tous les hommes qui ont cultivé leur sentiment moral. C'est Rousseau qui parle, tout comme dans ce passage, si un homme a suffisamment de goût pour porter avec la plus grande honnêteté et la plus grande subtilité un jugement sur les productions du grand art, prend plaisir à quitter le salon où l'on trouve la vanité et tout au plus les joies mondaines et des beautés divertissantes, et se tourner vers le beau de la nature pour y trouver en quelque sorte la volupté de son esprit dans un ordre d'idées qui ne peut jamais laisser se développer complètement. Nous considérons alors son choix avec une grande estime et supposons en lui une belle âme à laquelle aucun connaisseur ni amateur ne peut reprocher l'intérêt qu'il prend à ces objets. Ces extraits de la théorie ont en commun avec les œuvres d'art de leur époque ce geste d'émergence. Kant a attribué à la nature le sublime et sans doute par le fait même le beau issu du jeu purement formel. En revanche, Hegel et son époque ont élaboré le concept d'un art qui n'entretenait pas comme l'enfant du XVIIIe siècle, pour qui c'était naturel, la vanité et les plaisirs mondains. Mais ils ont ainsi manqué l'expérience qui s'exprime encore librement chez Kant, dans l'esprit bourgeois révolutionnaire pour qui le fabriqué est faillible, et parce qu'il ne lui est pas complètement devenu une seconde nature, conserve l'image d'une nature originelle. Le paysage culturel, la manière dont le concept de beau naturel se transforme historiquement en soi, se révèle très évidemment dans le fait que c'est seulement au cours du XIXe siècle que s'est incorporé en lui un domaine qui, en tant que domaine d'artefact, devrait à première vue lui être contraire, celui du paysage culturel. On considère souvent comme beau, le plus souvent d'ailleurs en relation avec leur environnement géographique, des ouvrages historiques comme ceux qui se font semblables au site grâce à un matériau de construction approprié. En eux, contrairement à ce qui se passe dans l'art, la loi formelle n'est pas prédominante. Ils sont rarement le fruit d'un projet, bien que leur agencement autour du noyau formé par l'Église ou la place du marché produise parfois un effet en rapport avec la manière dont des conditions essentiellement matérielles et économiques favorisent parfois les formes artistiques. Ils ne possèdent certes pas le caractère d'intangibilité que l'opinion courante associe au beau naturel. L'histoire comme expression et la continuité historique comme forme se sont imprimées dans les paysages culturels qu'elles intègrent dynamiquement comme c'est ordinairement le cas pour les œuvres d'art. La découverte de cette dimension esthétique et son appropriation par le sensorium collectif remontent à l'époque romantique et probablement en premier lieu au culte des ruines.
Avec le déclin du romantisme, l'interrègne du paysage culturel est tombé au niveau du prospectus publicitaire pour concert d'orgue et retraite d'un nouveau genre. La prédominance de l'urbanisme absorbe comme complément idéologique ce qui obéit au desiderata du caractère urbain, sans pour autant porter au front les stigmates de la société de marché. Mais si pour cette raison une mauvaise conscience se mêle à la joie qu'on prend à contempler tel vieux mur, tel groupe de maisons moyenâgeuses, cette joie survit néanmoins à l'examen qui la rend suspecte. Tant que le progrès mesquin et utilitaire violente la surface de la Terre, on perçoit fort bien, en dépit de toutes les preuves du contraire, ce qui se situe en deçà et au-delà de la tendance générale, ce qui, dans son caractère retardataire, est meilleur et plus humain. La rationalisation n'est pas encore rationnelle. L'universalité de la médiation ne s'est pas encore changée en vie effective, et cela confère aux vestiges d'immédiateté ancienne, toujours problématiques et dépassés, un moment de justice corrective. La nostalgie qui puise en eux son assouvissement n'y trouve que tromperie et par une fausse satisfaction se change elle-même en mal, se légitime cependant par le refus exercé en permanence par le statu quo. Le paysage culturel acquérait cependant sa plus grande force de résistance par le fait que l'expression de l'histoire qui nous touche esthétiquement est nourrie de la douleur réelle du passé. La figure du restreint est satisfaisante parce que la contrainte du limitatif ne peut être oubliée. Ces images sont un memento, le paysage culturel analogue aux ruines, là où subsistent les maisons, expriment la plainte vivante de ceux qui jusque-là souffraient sans gémir. Si aujourd'hui le rapport esthétique à ce passé est contaminé par la tendance réactionnaire avec laquelle il pactise, la conscience esthétique ponctuelle qui balaie la dimension du passé comme déchet et dévalorisé. Sans souvenir historique, le beau n'existerait pas. Le passé, comme le paysage culturel, ne peut échoir sans culpabilité qu'à une humanité libérée et surtout débarrassée de tout nationalisme. Ce qui dans la nature apparaît comme soustrait à l'histoire appartient polémiquement à une phase historique dans laquelle la trame sociale était tressée si dense que les vivants craignaient l'asphyxie. Dans les conjonctures où la nature s'oppose aux hommes et les écrase de sa puissance, il n'y a pas de place pour le beau naturel. Dans les activités agricoles où la nature est objet immédiat d'action, on a, comme chacun sait, peu d'inclination pour le paysage. Le beau naturel, prétendument anhistorique, possède son noyau historique. Cela légitime le beau naturel en relativisant son concept. Lorsque la nature n'était pas réellement dominée, l'image de sa non-domination suscitait la terreur, d'où la prédilection longtemps surprenante pour les agencements symétriques de la nature. L'expérience sentimentale de la nature a puisé son plaisir dans l'irrégularité, l'irrégulier, le non-schématique, en sympathie avec l'esprit du nominalisme. Cependant, le progrès de la civilisation trompe aisément les hommes sur la manière dont ils continuent d'être exposés sans protection. Le bonheur que procure la nature était lié à la conception du sujet comme être pour soi et virtuellement infini en soi. Celui-ci se projette ainsi sur la nature et se sent proche d'elle comme être séparé. Son impuissance dans la société, figée en seconde nature, sert de moteur à la fuite dans la nature présumée, originelle. L'angoisse de la violence naturelle commença à devenir anachronique chez Kant, lorsque le sujet prit conscience de sa liberté. Cette conscience de la liberté est évincée par la peur du sujet devant la servitude à perpétuité. Ces deux formes d'angoisse se contractent dans l'expérience du beau naturel. L'art devient condition de cette expérience lorsque celle-ci ne peut plus se faire sereinement. La phrase de Verlaine « La mer est plus belle que les cathédrales » témoigne d'une phase avancée de civilisation et engendre une frayeur salutaire comme toutes les fois où la nature est rapportée manifestement à ceux qui, fabriqués par les hommes, refusent une telle expérience. Articulation du beau naturel et du beau artistique. L'articulation du beau naturel et du beau artistique se révèle dans l'expérience appliquée à celui-là. Elle se réfère à la nature uniquement en tant que phénomène, jamais en tant que substance du travail et de la reproduction de la vie, encore moins en tant que substrat scientifique. De même que l'expérience artistique et l'expérience esthétique de la nature est une expérience d'image. La nature, comme beau phénoménal, n'est pas perçue comme objet d'action.
Le refus des fins liées au principe de conservation, emphatique dans l'art, est réalisé de même dans l'expérience esthétique de la nature. Dans cette mesure, la différence entre celle-ci et l'expérience artistique n'est pas si considérable. La médiation apparaît autant dans le rapport de l'art à la nature que dans le rapport inverse. L'art n'est pas, comme voulait le faire croire l'idéalisme, la nature, mais il veut tenir la promesse de la nature. Il ne peut le faire qu'en brisant cette promesse et qu'en se repliant sur lui-même. Voilà ce que lui convient de vrai, ce théorème hegelien selon lequel l'art est inspiré par quelque chose de négatif, par l'indigence du beau naturel. Cela est vrai, en réalité, parce que la nature, tant qu'elle n'est définie que comme antithèse de la société, n'est absolument pas encore telle qu'elle apparaît, ce à quoi la nature aspire vainement. Les œuvres d'art le réalisent, elles ouvrent les yeux, tant qu'elle ne sert pas d'objet d'action. La nature phénoménale est elle-même l'expression soit de mélancolie, soit de paix, et toujours l'expression de quelque chose. L'art représente la nature en la supprimant en effigie. Tout art naturaliste n'approche la nature que fallacieusement, car, comme l'industrie, il la réduit à l'état de matière première. La résistance du sujet à la réalité empirique dans l'œuvre autonome est également une résistance à l'apparition immédiate de la nature, car ce qui émerge de celle-ci coïncide tout aussi peu avec la réalité empirique que, selon la conception hautement paradoxale de Kant, les choses en soi avec le monde des phénomènes, avec les objets constitués par les catégories. Le progrès historique de l'art s'est nourri de beau naturel à la manière dont celui-ci, aux époques bourgeoises naissantes, naquit de ce mouvement. On peut déjà trouver quelque chose de ce genre, mais déformé dans le mépris hegelien du beau naturel. La rationalité devenue esthétique, la disposition immanente des matériaux, qui s'y conforment dans la constitution de l'œuvre, aboutissent à quelque chose de semblable au moment naturel dans le comportement esthétique. Les tendances quasi rationnelles de l'art, telles le renoncement critique au lieu commun, l'organisation totale des œuvres particulières en soi, poussée à l'extrême, les produits de la subjectivisation font que des œuvres d'art se rapprochent en soi d'un naturel, sous l'emprise du sujet omnipotent, mais en aucun cas par imitation. L'origine, c'est le but, à plus forte raison pour l'art. La force et la faiblesse de l'expérience du beau sont dues au fait que celle-ci, tout au moins d'après sa conscience subjective, reste en deçà de la domination de la nature, comme si elle était originellement donnée. Sa force, parce qu'elle se souvient de son état de non-domination, qui n'a vraisemblablement jamais existé. Sa faiblesse, car elle se dissout précisément pour cette raison dans cet amorphe, d'où surgit le génie, qui ne pouvait essentiellement échoir en partage, qu'à cette idée d'une liberté réalisée dans un état de non-domination. L'anamnésis de la liberté dans le beau naturel induit en erreur car elle puise l'espoir de la liberté dans la servitude ancienne. Le beau naturel est le mythe transposé dans l'imagination et peut-être par là même liquidé. Le chant des oiseaux semble beau à tout le monde. Il n'y a pas un homme sensible en qui survit quelque chose de la tradition européenne qui ne soit ému par le chant d'un merle après la pluie. Mais dans le chant des oiseaux guette l'effroi, parce que ce n'est pas un chant, il obéit au contraire au charme qui le subjugue. L'effroi apparaît même dans la menace des migrations d'oiseaux, dans lesquelles il faut voir la pythonisse antique, prédisant toujours le malheur. La plurivocité du beau naturel a essentiellement son origine dans celle des mythes. C'est pour cette raison que le génie, une fois éveillé à lui-même, ne peut plus se satisfaire du beau naturel. Par la croissance de son caractère prosaïque, l'art s'arrache complètement au mythe, et par là au charme de la nature, lequel cependant se prolonge à nouveau dans l'emprise subjective de celle-ci. Seul ce qui aurait échappé à la nature, en tant que destin, aiderait à sa réhabilitation. Plus on organise totalement l'art en tant qu'objet du sujet, plus on le libère des pures intentions de celui-ci, et plus son langage s'articule sur le modèle d'un langage non conceptuel, de signification non figée. Il serait semblable à celui qui figure dans ce que l'époque sentimentale appelait, selon une belle métaphore rabâchée, le livre de la nature.